Les ressources génétiques ont non seulement une importance capitale, mais aussi un potentiel formidable pour la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d'existence. Et pourtant, la biodiversité et surtout la diversité génétique disparaît à un rythme alarmant. Les ressources génétiques, comme nous le disions tantôt, désignent les composantes de la biodiversité utilisées par l'homme à des fins agricoles et industrielles. Elles possèdent donc une valeur économique. Cela étant, la République démocratique du Congo a lancé en date du 10 juillet 2019 le projet d'accès aux ressources génétiques et partage des avantages, en conformité bien sûr avec le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutracéutiques. C'est donc par rapport à ces projets que nous recevons dans cette émission RDC Environnement, Madame, Messieurs, Maître Henri Muyembe, qui est donc le project manager, comme on dit, le chef de projet APA donc en République démocratique du Congo. Maître, bienvenue dans cette émission. Merci. Comment vous vous sentez? Je suis à l'aise, je me réjouis d'être ici pour pouvoir parler, n'est-ce pas, du projet APA. Voilà, Maître Henri Muyembe est donc le project manager de ce projet APA en République démocratique du Congo. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, certains peuvent peut-être se poser déjà la question de savoir, mais c'est quoi les ressources génétiques? Parce que nous parlons de l'accès aux ressources génétiques. C'est quoi? Oui, en fait, les ressources génétiques sont définies aussi bien par le protocole de Nagoya, qui est notre loi nationale relative à la conservation de la nature. Elles sont ce que nous appelons tous les matériels d'origine animale, végétale ou autre, et qui ont, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments génétiques. Et donc avec ça, on peut, n'est-ce pas, utiliser ces éléments-là pour plusieurs fins. Notamment la production des aliments, la production de médicaments, et ainsi de suite. Donc voilà un peu le sens que nous donnons, n'est-ce pas, à ces matériels que nous appelons les ressources génétiques. Alors, quand on parle de génétique, certains se disent déjà qu'on parle de l'homme, de l'organisme humain, parce que nous parlons de génétique, les maladies génétiques, quelque chose comme ça. Est-ce que ça a un lien? Bon, au fait, les concepts génétiques, ça a effectivement un lien avec l'être humain. Mais dans les cas du projet APA, ça n'a pas de lien avec l'être humain. Ça a plutôt des liens avec ce que nous appelons les plantes, les animaux, et les microbes ou autres types d'êtres vivants, hormis l'être humain. Alors, où est-ce qu'on trouve ces ressources génétiques, par exemple en République démocratique du Congo? Bon, en fait, les ressources génétiques, ce sont des éléments qui se retrouvent dans ce que nous appelons la biodiversité. La biodiversité, ça peut être un animal, ça peut être une plante, et comme vous le savez, dans la République démocratique du Congo, partout, nous retrouvons ce qu'on a comme plante, ce qu'on a comme animal. Comme biodiversité. Voilà. Alors, quels sont les usages? Nous savons que la RDC dispose bien sûr de ces ressources génétiques, mais quels usages en fait-on exactement? Bon, il y a plusieurs usages que nous pouvons faire des ressources génétiques ou disons des ressources biologiques. Comme vous le savez, les ressources génétiques se composent de ce que nous appelons les plantes. Et parmi les plantes, nous avons ce que nous appelons les produits forestiers non ligneux, notamment le mfumbwa, c'est aussi une plante ou une ressource biologique. Il y a également du bois qui est appelé ressource ligneuse. C'est également une ressource qui est importante pour la vie de l'homme. Donc chacune des ressources est utilisée à une fin bien déterminée. Si on prend par exemple du bois, on peut l'utiliser pour construire les maisons, on peut l'utiliser pour produire, n'est-ce pas, de meubles, on peut l'utiliser pour produire des œuvres d'art. Et pour les plantes, on peut les utiliser pour l'alimentation, on peut les utiliser pour produire, n'est-ce pas, les médicaments ou autre chose. Donc il y a plusieurs valeurs que nous pouvons accorder, n'est-ce pas,
à ces ressources biologiques, tout comme des ressources génétiques. Et ça dépendra, n'est-ce pas, de valeurs que l'on peut accorder à chacune de ces ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont liés à ces ressources génétiques? Oui, les enjeux sont énormes. Vous l'avez dit dès le départ. À ce jour, nous faisons face à une disparition alarmante de ces ressources-là. Et par voie de conséquence, il y a lieu que nous puissions prendre des mesures adéquates pour assurer, n'est-ce pas, leur conservation et voir garder la même potentialité pour les générations futures. D'où d'ailleurs la raison d'être de ces projets APA qui va, n'est-ce pas, qui sera mise en œuvre également par rapport à un volet de conservation de ressources génétiques. Alors, comme nous l'avions dit tantôt, le 10 juillet, c'était donc le lancement de ce projet. Alors, pour mettre un peu nos téléspectateurs dans les bains, nous allons leur proposer les reportages que nous avions réalisés ce jour-là du 10 juillet 2019, en rapport avec, bien sûr, le lancement de ce projet. Et puis, nous allons revenir juste après avec notre invité, Maître Henri Mouyembe. Regardez. Je déclare ouvert l'atelier national de lancement du projet de mise en œuvre effective du processus d'accès et de partage des avantages et valorisations de plantes médicinales, cosmétiques et nutracéutiques en République démocratique du Congo. C'est parti. Le projet d'accès aux ressources génétiques et partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques est désormais effectif en République démocratique du Congo. Avec ces trois composantes, à savoir l'élaboration des mesures d'application de l'APA, lesquelles sont des parties connexes de la loi sur la conservation en RDC, la sensibilisation sur le protocole de Nagoya et le renforcement des capacités pour les parties prenantes en RDC et la valorisation de plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques à haute valeur ajoutée. L'APA entend renforcer les capacités institutionnelles, mettre en place des stratégies d'action et de règlement d'application des lois existantes. Non seulement les pays utilisateurs, mais aussi et surtout les pays producteurs doivent tirer les bénéfices des ressources génétiques dont ils disposent, a indiqué le directeur de la division du développement durable au ministère de l'Environnement. Autrement dit, le protocole de Nagoya veille à ce que les richesses générées par l'utilisation des ressources génétiques ne profitent pas seulement aux pays utilisateurs de ces ressources, mais qu'elles profitent aussi aux pays dont ces ressources sont issues. En particulier, ces richesses devront profiter aux communautés locales qui ont assuré la conservation des dites ressources. Le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques insiste sur le partage juste et équitable des bénéfices y afférents. C'est sur quoi le président de l'Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis, AASD, agence d'exécution du projet, a évoqué les engagements pris par la RDC dans le domaine avec comme objectif quant à ce projet, améliorer les bien-être des communautés locales congolaises. Notre pays se veut un bastion de gestion durable de la biodiversité. Ces projets, mise en œuvre effective du protocole de Nagoya et valorisation des plantes à valeur ajoutée en République démocratique du Congo, constituent à juste titre une réponse claire de notre pays, la République démocratique du Congo, aux engagements sus-évoqués. Engagements consistant à 1. Assurer la gestion durable de la biodiversité à l'instar des ressources génétiques et savoirs traditionnels. 2. Lutter contre la pauvreté des communautés locales fournisseurs des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. 3. Promouvoir certaines plantes à valeur ajoutée en vue de booster le développement socio-économique des populations locales.
C'est grâce au soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial à travers l'ONU Environnement que ce projet du gouvernement congolais a pris corps. Pour les représentants de l'ONU Environnement, la responsabilité dans la gestion des ressources génétiques doit être une approche multisectorielle. Amadou Bouhari a attiré l'attention des parties prenantes sur l'existence de la biopiraterie, qui est une appropriation illégale des connaissances et des ressources. Il revient à vous, les différents acteurs ici présents, à faire en sorte que vous matérialisez dans les faits la mise en œuvre de cette décision politique extrêmement importante. Si on ne le fait pas, on va rater le rendez-vous de l'histoire, car nous exposerons le pays à ce qu'on appelle la biopiraterie, mais à toute forme d'abus. Parce que la pression va venir, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité, parce que vous disposez des ressources. Et la communauté internationale a fait ses devoirs en mettant en place un cadre réglementaire qui devrait coordonner et définir les rapports entre les détenteurs des ressources génétiques et ceux qui doivent l'utiliser. La lutte contre la pauvreté des communautés locales qui fournissent des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés est le maître mot de ce projet. Mike Ipanga, point focal national de la Convention sur la diversité biologique, pense que les intérêts de communautés locales doivent être mis à l'avant-plan dans ce projet. Le projet, c'est vraiment un projet porteur d'espoir, dans la mesure où il va contribuer à donner des avantages aux communautés locales qui assurent la conservation des ressources génétiques de notre pays. Dans la mesure où ces ressources génétiques sont de plus en plus sollicitées pour la fabrication des médicaments, pour la fabrication des produits cosmétiques et pour la fabrication d'autres produits que les hommes utilisent. Au cours des échanges, il a été d'abord expliqué le fondement de la Convention sur la diversité biologique avant de faire un aperçu sur le cadre juridique congolais relatif à l'APA et le contexte, objectifs et résultats du projet. Voilà, Maître Henri, vous êtes le chef du projet APA en République démocratique du Congo sur l'accès aux ressources génétiques et aux avantages y afférents. Pourquoi la République démocratique du Congo, disons-le, devrait prendre un peu trop de temps avant de lancer ces projets? Parce que déjà dans d'autres pays, ça existait. Oui, le projet, pour être lancé, il faudra d'abord qu'il soit conçu. Il y a eu une période pour les concevoir et donc après la conception du projet, il faut que le projet soit approuvé par le bailleur de fonds et donc ça a pris également le temps qu'il faut pour que ça soit approuvé par les bailleurs de fonds. À ce jour, ça a été approuvé et c'est le moment pour nous de pouvoir le mettre en œuvre. Bon, il est vrai que par rapport à d'autres pays, nous sommes un peu en retard. Cela est dû indépendamment de la volonté, n'est-ce pas, du gouvernement. Le gouvernement avait déjà pris sa position par rapport à la gestion durable des ressources génétiques au travers de la loi relative à la conservation de la nature qui a prévu, n'est-ce pas, en son titre 3e, quelques dispositions sur la gestion des ressources génétiques. Donc aujourd'hui, nous voudrions amorcer, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces projets, c'est pour pouvoir mettre effectivement en œuvre le protocole de Nagoya. Oui. Alors, mise en œuvre du protocole de Nagoya, il y a des avantages, comme l'a dit le protocole, avantages découlant du partage, un partage en plus équitable des avantages découlant de ces ressources génétiques, mais est-ce que les communautés locales, les populations locales, ou de façon particulière, mais la République démocratique du Congo tout entière en général, peut avoir quel type d'avantages, même si nous l'avions dit, il y a des aspects qui sont liés
bien sûr, à l'alimentation, à l'agriculture, à la santé, mais ceux qui nous suivent veulent vraiment savoir sont quel type d'avantages. Il y en aura plusieurs. La première avantage, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité juridique entre fournisseurs de la ressource génétique, qui peut être en ce moment la RDC ou un ressortissant congolais, par rapport à un utilisateur qui pourra être un étranger. Et la sécurité juridique voudrait dire quoi? C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'accès à une ressource génétique détenue par un Congolais, ça se faisait librement, sans condition aucune. Mais avec le projet APA, évidemment, qui va procéder à la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya et également de la loi relative à la conservation de la nature dans sa partie relative à l'APA, ça va, n'est-ce pas, assurer aux Congolais une garantie par rapport aux aspects juridiques. C'est-à-dire, cette loi donne des conditions pour que tout utilisateur puisse accéder à la ressource génétique détenue par un Congolais ou par l'État congolais. Et la condition est que tout accès à la ressource génétique devra se faire avec le consentement préalable en connaissance de cause du détenteur qui pourra être les Congolais ou l'État congolais. Et dès que l'utilisateur accède à cette ressource, avant, n'est-ce pas, qu'ils puissent le prélever, ils doivent signer ce que nous appelons les conditions convenues d'un commun accord. C'est-à-dire c'est un contrat qu'ils vont signer et dans lequel il sera prévu, n'est-ce pas, des conditions pour le partage des avantages qui vont découler de l'utilisation de cette ressource génétique. Et cette ressource génétique, on peut l'utiliser soit pour la recherche scientifique, et là, il faut dire clairement dans les contrats quels seront les résultats de la recherche scientifique. C'est vrai, ça peut être difficile, mais on peut présumer que les résultats de la recherche scientifique, ça peut être tel produit. Et de ce fait, on peut, n'est-ce pas, envisager un quelconque partage par rapport à ça. La ressource génétique peut également être utilisée à des fins commerciales. C'est-à-dire on peut vouloir accéder, par exemple, à une ressource génétique pour pouvoir produire, par exemple, des médicaments. Une firme pharmaceutique peut vouloir accéder à une ressource génétique pour produire des médicaments et les fournisseurs devront, n'est-ce pas, s'assurer que les bénéfices qui vont résulter de cette activité, il va également se retrouver là-dedans. Donc voilà un peu de façon ramassée quels sont les différents avantages que les Congolais pourront obtenir avec ce projet APA et surtout avec la mise en œuvre du protocole de Nagoya au travers de la loi relative à la conservation. Donc, disons qu'avant le projet, tous ces garde-fous n'étaient pas encore en place. Non, la loi est là, la loi existe, la loi existe, il prévoit ces conditions, les conditions que je viens de citer, mais il se fait qu'il y a des mesures d'application de cette loi-là qu'il faut prendre. D'abord, il y a la stratégie nationale sur APA qu'il faut mettre sur place, c'est-à-dire qu'il faut analyser la situation de l'APA en RDC, quelles sont les problématiques qui se posent, et fixer la vision et identifier les actions prioritaires à mener pour pouvoir, n'est-ce pas, éradiquer tout ce qu'il y a comme problématique. Et par rapport à d'autres mesures d'application, il y a des décrets qu'il faut prendre. Il y a notamment les décrets qui va mettre en place l'autorité nationale compétente, l'autorité qui est chargée de gérer cette ressource génétique et de mettre les permis, c'est-à-dire les autorisations d'accès. Il y a également un décret qu'il faut prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, déterminer les différentes conditions pour l'obtention du consentement préalable en connaissance des causes qu'il faut avoir auprès des fournisseurs. Et il y a enfin les décrets qu'il faut mettre en place pour pouvoir fixer les points de surveillance. C'est-à-dire on doit surveiller comment sont utilisées les ressources génétiques au niveau de la République et au niveau des frontières pour que ça aille en dehors du pays. Et enfin, j'allais oublier, c'est le dernier décret qui va, n'est-ce pas, fixer la nomenclature des avantages.
Et comme je l'ai dit, les avantages, ça peut être en nature, en termes par exemple d'échange, échange de formation, échange de technologies entre différents pays. Voilà. Ça peut également être en termes monétaires. Et là, on évalue, on fixe, n'est-ce pas, un certain montant par rapport aux bénéfices que l'utilisateur va tirer de la ressource. Et là, vous aurez une quote-part par rapport à ça. Les communautés s'attendent, comme on l'a dit, ces ressources ont une valeur économique. Donc, ils s'attendent plus à de la monnaie, comme on peut dire. Mais lors du lancement de ce projet, Maître Henri, le représentant du Fonds mondial pour l'environnement, ou disons de l'ONU Environnement, avait déclaré qu'il y a de la piraterie dans ces domaines. Est-ce que vous prenez des précautions ou vous aviez pris des précautions par rapport à ces projets pour que cette piraterie ou cette biopiraterie ne puisse pas s'exercer dans ces domaines? Oui, c'est vrai, il y a la biopiraterie sur le domaine de la biodiversité. Et avec les projets APA, nous allons mettre certainement des mesures en place pour que nous puissions réduire, on ne saura pas dire mettre fin à ça, mais réduire tant soit peu, n'est-ce pas, cette biopiraterie. Et cela s'effectue souvent au travers des accès frauduleux. Quand on accède frauduleusement, n'est-ce pas, aux ressources biologiques ou génétiques, et en ce moment, c'est de la biopiraterie. Ou encore, on accède, n'est-ce pas, aux connaissances traditionnelles des communautés locales, sans leur accès, sans que les conditions soient réunies, et c'est de la biopiraterie. Et avec ce projet, dès que toutes les mesures d'application de la loi seront mises en place, eh bien, ça va réduire tant soit peu les taux, n'est-ce pas, de cette biopiraterie. Nous l'avions dit tantôt, il y a ce que nous pouvons qualifier comme de menaces sur la biodiversité de façon générale, mais particulièrement sur la diversité génétique ou la biodiversité génétique. Est-ce qu'on peut énumérer un certain nombre de menaces? Quelles sont les menaces qui pèsent sur cette biodiversité, sur cette diversité génétique? Bon, les menaces sont nombreuses. D'abord, l'effet de l'homme lui-même. Et l'homme, vous savez, exerce énormément d'activités. Il y a l'agriculture qui est là. Quand on fait de l'agriculture, on doit enlever tout ce qu'il y a comme plantes et ça a un impact, n'est-ce pas, sur la biodiversité en tant que plante d'abord et également sur les animaux parce que la verdure ou les plantes constituent l'habitat pour les animaux. Il y a également le feu de brousse, ça constitue également des menaces. Il y a également l'expansion, n'est-ce pas, des cités, des villes. Quand les villes s'étendent, eh bien, ça appelle, n'est-ce pas, la disparition des forêts. Voilà, l'urbanisation, ça appelle, n'est-ce pas, la disparition des forêts et voire des animaux. Donc il y a également l'industrialisation ou encore l'exploitation minière. Tout ça, ça a des impacts sur la biodiversité et donc il y a tout intérêt que nous puissions toujours prendre des mesures pour que nous préservions quand même nos ressources qui sont importantes pour le développement du pays. Maître Henri, on l'a toujours dit, la biodiversité constitue en fait pour les communautés leur supermarché, leur habitat, c'est tout pour eux. Alors, l'exploitation qu'on en fait, des fois, porte un coup dur, c'est vrai, mais pour les communautés qui doivent protéger, qui doivent préserver, qui vivent de et dans ces ressources, est-ce qu'il y a des alternatives qu'on peut leur proposer parce qu'elles doivent continuer à conserver ces ressources? Oui, les choses ont évolué. À ce jour, toute exploitation des ressources naturelles appelle la mise en place de ce que nous appelons un cahier de charges. Un cahier de charges au profit, n'est-ce pas, des communautés locales quant à la réalisation des infrastructures à leur profit ou encore quant à la mise en place des activités alternatives pour pouvoir réduire, n'est-ce pas, leur pression sur, n'est-ce pas, la forêt ou la biodiversité. Et donc, quand vous analysez tout ce que nous avons mis en place aujourd'hui comme arsenal juridique sur les ressources
biologique, vous verrez la population locale est considérée énormément. Énormément quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, ses besoins, ses préoccupations sont souvent prises en compte. Ce qui revient à dire que lorsqu'il faut accéder à ces ressources naturelles, la première des choses, c'est de mener une enquête. C'est aussi une procédure qui vise à protéger les droits des communautés locales. Et quand on mène cette enquête-là, c'est pour identifier quel type de droits les communautés détiennent, n'est-ce pas, sur les ressources génétiques pour lesquelles on voudrait faire une exploitation. Et dès que c'est identifié, en ce moment-là, on trouve une alternative par rapport à ça. Donc, à ce jour, les choses ont vraiment évolué. Les communautés locales sont prises en compte dans nos réglementations ainsi que leurs droits. Il y a toujours l'existence des conflits, faute d'une bonne application d'une loi quelconque ou de ces mêmes cahiers de charges dont vous parlez. Oui, ça ne peut jamais manquer. Ce sont des humains qui sont là pour pouvoir appliquer, n'est-ce pas, des dispositions qui sont mises en place. Et les humains, comme vous le savez, ce sont des êtres imparfaits. Il arrive des fois que les dispositions qu'eux-mêmes ont mises en place n'arrivent pas à trouver application. Et ça, c'est vrai. On a rencontré beaucoup de cas de non-application de cahiers de charges, surtout dans les cas qui concernent l'exploitation forestière. Il y a eu des cas et ce n'est pas du tout facile aussi pour l'exploitant de pouvoir assumer, n'est-ce pas, ses obligations. Parce que pour qu'il assume ça, il faudra qu'il exploite. Or, les populations ne voient pas ça. Pour que l'exploitant débourse l'argent à verser dans les fonds communautaires, il faudra qu'il le coupe. Et dès qu'il aura coupé, on évalue le montant ou le par cubage et on verse dans les comptes de la population. Donc, dans tout ça, il y a des difficultés qui servent d'obstacle des côtés pour que des fois les contrats ne soient pas effectivement appliqués. Et des fois, il y a des communautés qui vont même au-delà des revendications même qui ne sont pas contenues des fois dans les cahiers de charges. Bon, c'est vrai, des fois ils peuvent aller au-delà, et ce sont également des êtres humains, des fois c'est des gens qui n'ont pas assez de formation par rapport au contrat, donc croyant qu'ils ont des droits au-delà de ce qu'on leur a reconnu. Et là, dans la plupart des cas, les exploitants s'organisent pour trouver un intérêt d'entente pour pouvoir quand même répondre à leurs préoccupations. C'est le cas notamment du transport des communautés locales dans des véhicules qui normalement ne servent pas à transporter les personnes, même le bateau. La plupart des bateaux des exploitants forestiers sont réservés à transporter les grumes. Mais vous verrez des populations qui s'imposent pour, n'est-ce pas, prendre place à bord. Bon, là, ils s'organisent quand même pour trouver quand même un intérêt d'entente. Alors, Maître Apa est déjà là. Il faut penser au partage des ressources, comme on dit. Il faut accéder à ces ressources génétiques. Il faut le cadre juridique, comme vous l'avez dit. Il faut des décrets, plusieurs décrets d'ailleurs, comme vous avez énuméré. Mais aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que ça fait, disons, 1 mois que le projet a été lancé. Oui, le projet a été lancé. Nous sommes déjà installés. On a fait notre plan de travail annuel. Nous travaillons, comme vous le savez, en collaboration avec le PNUE. Et donc, bientôt, nous allons démarrer toutes les activités qui sont prévues, n'est-ce pas, dans le plan de travail annuel 2019. Donc, vous serez toujours avec nous pour nous accompagner. Étant entendu que dans une des composantes, il y a un aspect de sensibilisation. Donc vous serez toujours impliqués et donc bientôt on va commencer. Si ce n'est peut-être pas un secret, il y a un certain nombre d'activités qui sont déjà prévues. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent déjà en savoir quelques-unes? Bon, la plupart des activités qui sont prévues portent dans un premier temps sur des études à mener. Comme vous le savez, nous devons élaborer des textes
Dans le domaine de l'environnement, on n'élabore pas un texte comme ça. Là, vous entrez dans votre bureau, vous commencez à élaborer. Non. Il faut commencer par un état des lieux, c'est-à-dire faire les diagnostics dans le secteur, faire un état des lieux de la législation par rapport à ça, faire une cartographie des parties prenantes. Il faut identifier toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau des services publics, au niveau de services privés, la société civile. Quelles sont les parties qui peuvent avoir un impact direct sur l'APA? On les identifie, on met en place, n'est-ce pas, les comités APA, et c'est ces comités qui sera appelé à donner des avis sur toutes les études que les consultants vont mener et également sur la stratégie nationale APA dont je fais allusion tout à l'heure, ainsi que les différents textes réglementaires qui seront élaborés. Donc pour l'instant, pour les 6 mois, il y a 4 mois qui nous restent, il sera plus question des études à mener qui vont aboutir, n'est-ce pas, à l'élaboration des drafts de décrets dont je parlais et de la stratégie. APA est là, comme l'avait dit, est-ce que les communautés, nous avons parlé d'elles, c'est vrai, mais le pays de façon générale aussi, il y a des projets qui ont commencé, maître, vous le savez. Est-ce que d'abord les projets ont une durée ou c'est à durée indéterminée? Le projet a une durée de 3 ans. Bon, en termes de 36 mois. C'est 36 mois. Alors, qu'est-ce qui va être mis en œuvre? Quels sont les garde-fous pour que les projets ne puissent pas s'arrêter en si bon chemin? On a vu des projets qui ont commencé, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Bon, s'arrêter, ça, c'est pas prévu. Si ça s'arrête, c'est qu'il y a un problème de gestion à notre niveau. Non, le financement est disponible. Le financement est là, tout est prêt. Nous allons fonctionner selon les normes établies au niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est les programmes qui financent. C'est le programme des Nations Unies. Non, il y a le Fonds mondial de l'environnement qui a financé à l'ordre de 2 millions. Et il y a également le gouvernement qui a mis sa cote au part. Donc, le gouvernement, c'est toujours en termes virtuels des fois. Le gouvernement a effectivement mis quelque chose. Il y a des engagements qui sont pris pour que nous puissions obtenir la quote-part du gouvernement. Alors, à quoi s'attendre, maître, par rapport à ce projet? Parce que les Congolais, on le dit toujours, est assis sur des richesses, mais des fois, ils ne voient que du feu. Bon, ce sera l'occasion pour les Congolais de comprendre qu'ils disposent effectivement de beaucoup de richesses. Notamment, il y a les richesses, il n'y en a pas que des types miniers. Donc, il y a également des richesses biologiques, notamment les ressources génétiques. Et à travers, n'est-ce pas, la composante deuxième, qui va s'occuper de la sensibilisation, de la communication et de l'éducation des populations. Nous atteindrons de ce fait la population pour lui faire savoir qu'effectivement, la RDC dispose énormément de ressources génétiques qu'il faut mettre en valeur. Et dans la troisième composante du même projet, il sera question pour nous de démontrer, de faire savoir au public que la RDC dispose des plantes à valeur ajoutée que nous avons appelées les plantes cosmétiques, nutracéutiques et médicinales. Donc voilà l'objectif de notre projet par rapport à la question que vous avez. Voilà, maître, on va devoir terminer cette émission. Projet APA lancé le 10 juillet 2019 en République démocratique du Congo, c'est l'accès aux ressources génétiques et partage des avantages y découlant. Nous attendons bien sûr les avantages, mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer vraiment la population congolaise, le peuple congolais, que ces ressources génétiques vont devoir servir à quelque chose et qu'elles ne seront pas en tout cas bradées, parce qu'il y a déjà des gens peut-être, des utilisateurs qui viennent pour exploiter ces ressources, mais peut-être que ça passe inaperçu. Mais maintenant, avec le projet et que le Congolais peut s'attendre à quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais par rapport à ces ressources génétiques? Oui, je ne peux que les rassurer parce que le projet va apporter un certain nombre d'outils
notamment la stratégie nationale sur l'APA, les décrets qui vont permettre la mise en place du système APA en RDC. Et ça va, n'est-ce pas, assurer sur le plan juridique les rapports qui pourraient exister entre les fournisseurs de ressources génétiques, qui seraient les Congolais, avec d'autres utilisateurs qui pourraient être, n'est-ce pas, qui pourront être des étrangers. Et donc, même entre Congolais, s'il y a un utilisateur qui est congolais, un fournisseur congolais, entre les deux, ça assure, n'est-ce pas, une garantie juridique et le partage des avantages qui vont découler de l'utilisation de ces ressources génétiques. Ça va permettre à tout un chacun, que ce soit fournisseur ou utilisateur, de se retrouver. Donc c'est un projet qui vient à point nommé pour pouvoir résoudre tant soit peu la pauvreté, surtout au niveau des communautés locales qui détiennent énormément de connaissances traditionnelles sur les ressources génétiques, mais qui ne bénéficient pas, n'est-ce pas, des avantages qui en découlent. Donc avec ces projets, les communautés locales seront, n'est-ce pas, sécurisées. Toutes connaissances traditionnelles qu'ils vont pouvoir donner à qui que ce soit, ça sera sous le label, n'est-ce pas, de la loi dont les mesures d'application seront mises en place par les projets que je dirige. Voilà, Maître Henri Mouyembe, c'est le project manager de APA. Un dernier mot peut-être, l'environnement, c'est notre maison commune qui est constituée de tout ce que nous voyons, de cette biodiversité et particulièrement de cette diversité biologique et des ressources génétiques. Quel est le credo de Maître Henri Mouyembe, chef de projet APA, sur le plan environnemental? Comment voyez-vous l'avenir de notre planète, l'avenir de la planète Terre sur le plan environnemental? Bon, l'avenir, il faut qu'on se le dise. Il faudra que nous soyons plus regardants. C'est-à-dire qu'il faudra que nous ayons un comportement nouveau par rapport à notre environnement. Parce que sans l'environnement, il n'y a pas de vie. Nous dépendons de l'environnement, mais l'environnement ne dépend pas de nous. Sans nous, l'environnement va rester. Mais sans l'environnement, nous allons disparaître. Donc nous avons tout intérêt à bien gérer l'environnement qui nous sert, n'est-ce pas, d'habitat. Voilà, bien gérer notre environnement parce que sans l'environnement, nous ne pouvons pas exister, mais l'environnement existera sans nous. C'est par ces mots de Maître Henri Mouyembe que nous mettons un terme à cette émission qui a été consacrée plus dans sa grande partie au projet APA, c'est l'accès aux ressources génétiques et partage des avantages y découlant, bien sûr en conformité avec le protocole de Nagoya. Merci d'avoir suivi cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Merci également à Maître Henri. Merci, M. Rubin. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Prenez soin de vous, comme nous le disons toujours, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt pour d'autres actualités environnementales, tant pour les pays que pour le reste du monde.